En 1927, des ingénieurs allemands ont décidé de construire un circuit dans les montagnes de l'Eifel. Pas un circuit normal, un monstre, 22 km de bitume, traversant les forêts, les crêtes, les falaises, 174 virages, 300 mètres de dénivelé, des zones où parfois il peut pleuvoir, parfois il fait soleil, et tout ça en même temps sur le même tour. Ce circuit, les pilotes l'ont surnommé l'Enfer Vert, et les plus grands champions de l'histoire, Fangio, Stewart, Lauda, Schumacher, y ont vécu leurs moments les plus intenses, également leurs plus belles victoires, et pour certains, leur pire cauchemar de leur vie. Aujourd'hui, la Formule 1 n'y court plus. Les constructeurs y testent parfois leur voiture, les touristes peuvent payer pour faire un tour, mais les bolides de F1, plus jamais. Pourquoi? Et c'est quoi ce circuit qui fascine autant qu'il fait peur? Est-ce qu'on reverra un jour des F1 monter dessus? Dans cette vidéo, on va tous dire. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. C'est parti. On est en 1925, l'Allemagne sort de la guerre, le pays est économiquement dévasté. Dans la région de l'Eifel, une des zones les plus pauvres du pays, un homme, le docteur Kreutz, a une idée de folie. Il veut construire un circuit automobile au cœur des montagnes. Pas pour le prestige ni pour la gloire, pour créer des emplois et pour faire travailler la région. Le projet est alors approuvé dans l'année 1925. 2500 ouvriers se mettent au travail. Pendant 2 ans, ils creusent, ils aplatissent, ils bitument dans les vallées de l'Eifel. Et le 18 juin 1927, le Nürburgring est inauguré. 22,8 km, 2 tracés, la Südschleife au sud et la Nordschleife au nord. La boucle nord, c'est elle dont on parle et qui deviendra plus tard légendaire. C'est aussi elle qui deviendra terrifiante. Pour comprendre pourquoi ce circuit est unique, mais vraiment unique, pas le unique qu'on dit de temps en temps, vraiment unique. Il faut alors imaginer ce que c'est de rouler dessus. Tu quittes les stands et là tu pars pour 22 km. Tu quittes les stands, tu pars pour 22 km dans les montagnes, les forêts, et tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière le prochain virage. Tout ça pas parce que tu connais pas le circuit, mais parce que tu ne le vois pas. La piste monte, descend, puis disparaît. Elle peut être sèche ici et trempée 5 km plus loin. La météo change au cours du tour. 174 virages, certains sont à plat, d'autres surélevés, d'autres en descente, des virages qui font mal aux voitures, qui stressent les pneus. Ce circuit teste tout ce qui peut se tester sur une monoplace. Jackie Stewart, triple champion du monde, pilote des années 60 à 70, avait une phrase célèbre sur le ring. Si un pilote vous dit qu'il n'a pas peur sur le ring, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit il ment, soit il ne va pas assez vite pour comprendre ce que c'est réellement ce circuit. Et ça, c'est tout dire. Des années 30 aux années 1970, le Nürburgring est la cathédrale de la F1. Le circuit le plus long, le plus dur, le plus sélectif du calendrier. Pas besoin d'être champion du monde pour savoir conduire, mais il faut être un génie pour maîtriser le Nürburgring. Et dans cette période, il y a eu des moments qui n'ont jamais été égalés dans toute l'histoire du sport automobile. Fangio en 1957, la course parfaite. On est le 4 août 1957, Juan Manuel Fangio, déjà 4 fois champion du monde, se présente au Grand Prix d'Allemagne. Il a alors 46 ans et c'est l'une de ses dernières courses. La stratégie ? Maserati prévoit un arrêt au stand vers le 13e tour. Fangio construit 31 secondes d'avance sur les Ferrari de Hawthorne et Collins. Il va alors rentrer. Et là, catastrophe. Pendant le ravitaillement, un mécanicien fait tomber un écrou sous la voiture. Il faut le retrouver. Les secondes passent, les Ferrari le doublent. Fangio repart alors 48 secondes derrière Collins. 48 secondes sur un circuit de 22 km avec 9 tours à faire. Ce qui se passe ensuite, aucun journaliste ne pouvait le prédire. Fangio, avec une Maserati 250F, se met à battre le record du tour. Puis à le rebattre, 9 fois de suite, en 9 tours consécutifs. Il fracasse le record du tour à chaque passage de la ligne. Il repasse Collins, il repasse Hawthorne et il franchit la ligne d'arrivée avec 3 secondes d'avance. Son 5e titre mondial et sa dernière victoire en F1. Fangio dira alors après la course « Je n'ai jamais roulé aussi vite de ma vie et honnêtement je ne pense pas en être capable à nouveau ». Cette course est alors citée par les spécialistes comme la plus grande performance individuelle de toute l'histoire de la F1. On a également Jackie Stewart. 11 ans plus tard, en 1968, Jackie Stewart arrive sur le Nürburgring. Sous la pluie diluvienne, le circuit est alors à ce moment-là un lac. Les pilotes ne voient rien, il y a même du brouillard sur certaines parties du circuit. Stewart chausse les pneus pluie, il avale le circuit comme s'il le connaissait vraiment par cœur, ce qui est d'ailleurs presque vrai. Il a fait d'ailleurs des tours d'apprentissage les yeux bandés. Il va gagner la course avec 4 minutes d'avance. 4 minutes d'avance sur une course F1, c'est dingue. Ce jour-là, on ne parle pas seulement d'un pilote rapide, on parle d'un artiste qui a appris à lire le ring comme une partition de musique. Il y a également Michael Schumacher, il est né à 20 km du ring, littéralement l'enfant du pays. Pour lui, le Nürburgring, c'est pas juste un circuit, c'est sa maison.
Et sa supériorité là-bas est terrifiante. Il y a remporté sa première victoire en F1 en 1995, il a même battu des records que personne ne pensait approchables. Le dernier lien entre Schumacher et la Nordschleife, c'est 2013, un tour promotionnel pour la Mercedes, la F1 à son meilleur niveau sur le tracé d'origine. Bon, pour quelques minutes seulement, mais c'est comme un adieu. Pour comprendre pourquoi la F1 a quitté la Nordschleife, il faut revenir sur une date. Oui, seulement une date, le 1er août 1976. Mais avant ça, il faut parler de l'homme, Niki Lauda. En 76, Niki Lauda n'est pas juste le meilleur pilote du monde. C'est une machine, un ordinateur humain. C'est d'ailleurs son surnom, il calcule tout, il analyse tout. Il ne prend aucun risque, il gagne le titre en 75. Il est en tête du championnat 76, avec une avance confortable sur son rival James Hunt. Et Lauda est en guerre contre le Nürburgring. Depuis des mois, il tire la sonnette d'alarme. Il dit publiquement que ce circuit est une bombe à retardement, qu'il est impossible de sécuriser 22 km dans la montagne, que les équipes de secours sont insuffisantes, qu'il n'y a qu'un seul hélicoptère pour 22 km de circuit et il est garé au stand, donc pas forcément un endroit stratégique. La semaine d'avant-course, Lauda essaye d'organiser un boycott de la course. Il arrive à convaincre alors plusieurs pilotes, un vote est alors organisé, mais la décision est claire, il y aura la course. La majorité a donc décidé de courir. Et ça, à une voix près. Le destin de Niki Lauda vient d'être scellé. Le jour de la course, on est le 1er août 1976, il pleut, la piste est alors mixte, humide sur certaines zones, sèche sur d'autres, trempée sur d'autres. Lauda va alors partir avec des pneus pluie, puis il va rentrer à la fin du tour pour prendre des pneus secs, puis il va rentrer à la fin du tour pour prendre des pneus slick. Deuxième tour, il attaque pour remonter, dans la courbe rapide avant Bergwerk, une gauche prise à très haute vitesse, sa Ferrari perd le contrôle et on ne saura jamais vraiment pourquoi, une billette de suspension endommagée probablement, à 290 km/h la Ferrari tape le talus extérieur. Elle rebondit alors au milieu de la piste, elle prend feu et deux voitures, celle de Brett Lunger et celle de Harald Hertl, la percutent de plein fouet. Le casque de Lauda est arraché lors du choc, lui à moitié inconscient et prisonnier des flammes. Et là quelque chose d'incroyable va se produire. 4 pilotes qui étaient eux-mêmes en train de courir immobilisent leur voiture et tentent alors de le secourir. Brett Lunger qui venait alors de taper Lauda, Harald Hertl, Guy Edward et Arturio Merzario qui n'était même pas dans l'accident, il l'a vu depuis sa voiture et s'est alors immédiatement immobilisé. Merzario dira plus tard, Niki criait de douleur et de peur, j'ai alors plongé mes bras dans les flammes pour atteindre la ceinture. La chaleur était si intense que j'ai dû reculer plusieurs fois. À la 3e tentative, il était inconscient, j'ai pu alors déverrouiller la boucle. Lauda restera prisonnier des flammes pendant plus d'1 minute. Et alors l'hélicoptère de secours. Il était au stand, il a fallu donc 5 à 6 minutes pour qu'il arrive. Je pense que sans l'aide de ces 4 pilotes, Lauda aurait pu être mort ou alors beaucoup plus endommagé, car les secours sont arrivés pour moi bien trop tard. Lauda va alors être transporté d'urgence à l'hôpital, grièvement brûlé au visage, au crâne, il a les poumons encrassés de fumée, les médecins sont pessimistes, il reçoit l'extrême onction. 6 semaines plus tard, le visage encore bandé, les brûlures encore à vif, Lauda est sur la grille de départ de Monza. 6 semaines, c'est l'une des choses les plus stupéfiantes que le sport auto n'ait jamais connue. Il finira 4e ce jour-là, puis continuera le championnat. Il perdra le titre face à James Hunt pour un seul petit point, parce qu'il s'est retiré lors du dernier Grand Prix de la saison à Fuji. Il a déclaré que sa vie valait plus qu'un titre, ce qui est entendable et entre nous, difficile de dire le contraire. Contrairement à ce qu'on entend souvent, le crash de Lauda n'est pas la seule raison pour laquelle le Nürburgring a été arrêté en F1. La décision avait déjà été prise avant. La FIA avait décidé que l'année 1976 ce serait la dernière pour elle. À cause d'une réalité simple, on ne peut pas sécuriser correctement 22 km de piste. Et surtout pas avec des F1 qui vont de plus en plus vite. Également trop longues pour les caméras TV, trop dangereuses pour les secours, trop imprévisibles pour la météo, la Nordschleife alors ferme son chapitre en F1. En 84, un nouveau circuit s'est créé juste à côté. 4,5 km, propre, sécurisé et moderne. La F1 y revient, on y court encore aujourd'hui pour des courses d'endurance, le DTM, et épisodiquement la F1 y fait son retour. Le GP d'Europe, le GP du Luxembourg, et en 2020, le Grand Prix d'Eiffel, organisé en urgence à cause du Covid. Mais la Nordschleife, elle, plus jamais en Grand Prix de championnat du monde. En 2025, le porte-parole du Nürburgring, Alexandre Gérard, l'a dit clairement à Sky Sport Germany. Le retour de la F1 n'est pas envisageable. Et les raisons sont simples. Un calendrier de F1 a déjà 24 courses, il n'y a donc plus de place. Des circuits qui ont une histoire bien plus récente, Spa, Zandvoort, peinent à rester au calendrier. Deuxième point, l'argent. Organiser un Grand Prix aujourd'hui coûte énormément. Sans le soutien financier d'un gouvernement ou d'un investissement privé massif, c'est littéralement impossible. Et le Nürburgring, lui, n'a aucune de ces ressources. 3, et je pense la plus importante, la Nordschleife ne sera jamais homologuée. Jamais, même si tous les problèmes se régleraient, sécuriser 22 km de la piste, selon la FIA,
Cela nécessiterait des travaux qui détruiraient l'essence même du circuit. Et ça, c'est pas ce qu'on veut et ça n'aurait plus aucun sens. Alors voilà, la F1 a fui le ring, et le ring survivra après la F1. Parce que la Nordschleife existe encore, et elle est ouverte au public, et à donc n'importe qui. Et ça, des millions de gens le font chaque année. Les constructeurs BMW, Porsche et Ferrari, ils testent encore leurs voitures. Un record au ring, c'est encore la référence absolue pour mesurer les performances sportives. Et ça, c'est valable partout dans le monde. D'ailleurs, la vidéo sort le vendredi, et le samedi à 15 h, il y a les 24 heures du Nürburgring. Les 24 heures combinent le nouveau tracé et des portions de la Nordschleife. C'est l'une des courses d'endurance les plus populaires au monde. Sabine Schmidt, surnommée la reine du ring, y a réalisé plus de 20 000 tours. Elle faisait visiter le circuit aux touristes au volant d'un taxi BMW M5. Elle est décédée en 2021, mais son histoire fait partie du mythe. Et on a Max Verstappen, quadruple champion du monde en F1. Il court encore aujourd'hui et ce week-end. Il court en GT3 pour le plaisir, parce que le ring, même pour les meilleurs pilotes du monde, c'est un terrain de jeu complètement à part. Le Nürburgring Nordschleife, c'est le dernier endroit où la vitesse pure rencontre la nature. Pas un circuit dessiné sur ordinateur pour maximiser les dépassements, pas une piste aseptisée entourée de murs de béton super propres, c'est juste une route de montagne des années 1920 en Allemagne, qui décide chaque jour si t'es à la hauteur ou pas. Ce sont 22 km qui te jugent et qui ne te pardonnent rien. La F1 a eu raison de partir, parce que la sécurité des pilotes doit passer avant tout. Mais quelque chose s'est perdu ce jour-là. Une forme de grandeur brute, presque sauvage, que les circuits ne retrouveront hélas jamais. Voilà pourquoi des passionnés traversent l'Europe pour faire un seul tour. Voilà aussi pourquoi Fangio disait que ce circuit était l'un de ses favoris de toute sa carrière. Certains endroits sont trop grands pour leur époque, le Nürburgring Nordschleife en fait partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi votre avis sur le Nürburgring, savoir si vous l'aimez, pourquoi, etc. Je serai très curieux et je vous réponds en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. On a passé la barre des 200 abonnés, je vous remercie pour le soutien. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao.